Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Aujourd'hui, pour faire écho aux deux derniers épisodes qui étaient des épisodes de témoignages de grossophobie médicale, on va vraiment aborder le sujet de la grossophobie médicale, purement médicale, et je vais essayer d'expliquer dans tous les petits aspects en quoi la grossophobie médicale tue bien plus que l'obésité. Parce que c'est un fait, si les personnes grosses étaient bien prises en charge, il n'y aurait pas autant de décès chez les personnes grosses et du coup les décès liés à l'obésité ne seraient pas aussi élevés. Parce qu'une personne qui meurt d'une maladie, d'un cancer, d'une crise cardiaque ou que sais-je à cause de son obésité, la plupart du temps c'est une maladie qui a été mal diagnostiquée, pas diagnostiquée ou diagnostiquée trop tard pour être prise en charge. Et en fait, si jamais la médecine avait fait son travail avant, cette personne-là serait peut-être pas morte de sa condition de personne grosse. Donc c'est vraiment un ensemble. Donc quand on me dit que l'obésité tue, moi je réponds toujours que c'est la médecine grossophobe qui tue, et c'est vrai. Vu que j'ai prévu d'enregistrer plusieurs épisodes de podcast aujourd'hui, je me suis permis de scripter un peu ce que je vais vous dire. Voilà, donc j'ai écrit pas mal les épisodes, donc vous m'en voudrez pas si c'est un peu moins authentique et fluide que d'habitude. La grossophobie médicale tue de plusieurs façons. Donc déjà en privant les personnes grosses d'un accès égal aux soins, en retardant ou en empêchant des diagnostics vitaux et en causant des souffrances physiques et psychologiques qui aggravent leur état de santé. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'en plus des retards de diagnostic, des absences de diagnostic et des maltraitances dans la médecine, il y a aussi le fait que plein de personnes grosses ne se soignent plus. Il y a énormément de personnes obèses qui ne vont plus chez le médecin parce qu'elles sont maltraitées, parce qu'elles subissent une grossophobie qui est invivable, elles sont donc stigmatisées et évincées de la médecine. En France, on est tous libres et égaux en droit, soi-disant, mais déjà on n'est pas égaux face à la médecine. Un homme blanc mince ne sera pas traité pareil qu'une femme noire obèse, par exemple. Et ça, c'est bien malheureux parce que du coup, c'est ça qui induit de la mortalité chez certaines populations. La discrimination systémique des personnes grosses entraîne une surmortalité chez les patients gros, et non pas à cause de leur poids en lui-même, mais à cause de la façon dont ils sont traités dans le système de santé. Donc je vous ai fait une analyse détaillée des mécanismes par lesquels la grossophobie médicale met des vies en danger. Donc déjà évidemment on a le retard et le refus de diagnostic, c'est l'un des problèmes majeurs de la grossophobie médicale, c'est que les médecins attribuent systématiquement les symptômes des patients gros à leur poids sans chercher d'autres causes sous-jacentes. Donc les maladies graves sont détectées en retard, ça je vous en ai déjà parlé. Tu prends deux personnes, une grosse et une mince, qui vont chez le médecin pour la même raison. La personne mince, on va lui faire des examens de santé. Si maladie il y a, on va la détecter et du coup on va la traiter tout de suite. La personne grosse, il va falloir qu'elle retourne peut-être 2, 3, 4, 5, 10 fois chez le médecin avant que son médecin le prenne au sérieux et entraîne et enclenche des analyses, des examens médicaux, etc. Pour le peu que la personne ne trouve pas d'endroit où faire des analyses médicales, parce que ça c'est pareil, le fait qu'on puisse pas rentrer quand on est trop grosse dans une IRM ou dans un scanner, etc., etc., déjà ça donne pas envie d'aller faire l'examen, ça fait peur. Moi l'autre jour j'ai passé une IRM, j'ai reçu énormément de messages qui me demandaient si ça passait. Ah mais moi je suis grosse, est-ce que tu penses que ça passe, machin. On devrait pas se poser ces questions-là, en fait. T'as besoin de faire une IRM, tu fais une IRM. On devrait pas, en tant que personne grosse, se demander si on va passer dans la machine. Donc ça entraîne aussi des retards de diagnostic, parce qu'il y a des gens qui vont pas trouver d'IRM assez large pour faire des examens à proximité de chez elles, qui n'ont peut-être pas de véhicule, qui sont peut-être pas capables de se déplacer, et qui n'ont peut-être pas envie de subir cette humiliation. L'humiliation de se dire, je ne peux pas rentrer dans la machine à l'hôpital à côté de chez moi, donc je vais être obligée de faire 2 heures de route pour aller passer une IRM. Donc ça, en plus du retard de diagnostic, il y a une incapacité à faire le diagnostic et à poser le diagnostic à cause des éléments qui sont pas adaptés aux personnes grosses. Une personne grosse qui consulte pour des douleurs chroniques, une fatigue extrême ou des essoufflements, on va lui dire la plupart du temps c'est parce que vous êtes en surpoids, il faut maigrir. Pourtant, ces mêmes symptômes peuvent être le signe d'un cancer, d'une maladie cardiaque, d'un problème thyroïdien ou d'une maladie auto-immune. Donc il y a énormément de patients gros qui finissent par être diagnostiqués trop tard, une fois la maladie avancée et plus dure à traiter. Les cancers chez les personnes grosses, des études montrent que les personnes grosses sont diagnostiquées plus tardivement car leurs douleurs sont minimisées et les examens retardés. Résultat, on a une mortalité plus élevée. Donc non, être obèse ne provoque pas plus de cancers. Être obèse et maltraité par les services médicaux entraîne des cancers plus graves et plus mortels.
Parce que forcément, s'ils sont pris en retard, on sait très bien qu'un cancer qui est pris au tout début ou à la fin ne va pas se traiter pareil. Et quand on laisse le patient avec sa maladie sans la diagnostiquer et sans la traiter, eh ben on condamne le patient. Les maladies cardiovasculaires, c'est pareil. Une personne qui va aller voir un médecin pour lui dire je suis essoufflée, je suis fatiguée, on va lui dire c'est ton poids, alors que ça se trouve on a un signe d'insuffisance cardiaque. Et cette insuffisance cardiaque, elle peut se traiter. Elle peut se soigner, elle peut se régler, elle peut se faire accompagner d'un médecin, et peut-être que c'est le poids qui cause l'insuffisance cardiaque, mais ça n'empêche que l'insuffisance cardiaque est là et qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas fermer les yeux sur des maladies aussi graves. Donc encore une fois, je vais me répéter tout au long de ce podcast, et c'est dommage parce que ce podcast n'arrivera pas dans les oreilles des bonnes personnes, mais les personnes grosses qui meurent d'insuffisance cardiaque, c'est parce qu'on ne les a pas pris à temps. C'est pas parce qu'elles sont grosses, c'est parce qu'elles ne sont pas soignées. Il y a autre chose dont on ne parle pas assez, je crois que j'en ai parlé dans un des épisodes témoignages, les médicaments ne sont pas faits pour les personnes grosses. C'est-à-dire que les antibiotiques, par exemple, ou les anesthésies, sont dosés pour des personnes minces. La pilule du lendemain, si t'es une femme qui fait plus de 80 kilos, t'as des chances que ta pilule du lendemain ne fonctionne pas. Il y a plein de traitements comme ça qui sont faits pour les personnes de max 80 kilos. Donc quand tu dépasses ce poids-là, bah, l'antibio il fait plus effet, la pilule du lendemain elle fait plus effet, y a plein de trucs qui font plus effet, parce que les médicaments sont pas prévus pour. Et on vous demande pas de prévoir des médicaments qui sont faits pour aller à 120 kilos, mais au médecin d'adapter la dose. Si on sait qu'une dose de, je sais pas, moi je dis au pif, de 100 mg, c'est bien pour une personne de 80 kg, bah peut-être qu'il va falloir mettre 150 mg à une personne qui en fait 150, tu vois. Mais ça, les médecins ne font pas cet effort-là de réflexion, parce qu'ils s'en battent les couilles. Mais encore une fois, quelqu'un qui a besoin d'antibiotiques et qui a des antibiotiques mal dosés, bah il peut en mourir. Donc encore une fois, le patient, peu importe l'infection qu'il a, la maladie qu'il a, il va mourir parce que le médecin ne le prend pas au sérieux. Après, évidemment, il y a aussi donc le matériel médical qui est inadapté. Les tensiomètres qui sont trop petits, les tables d'examen, les scanners, les IRM, etc. Il y a aussi des opérations chirurgicales qui sont refusées sous prétexte que le patient est trop gros. Alors qu'il y a des alternatives qui existent, ou qu'une intervention urgente ce serait nécessaire. Mais on va juste dire, toi, oh non. Non, t'es trop gros, je t'opère pas. Même après, ton patient, il meurt, en fait. Et ça, c'est terrible de se dire que bah, tu laisses le patient mourir juste parce qu'il est gros. Et ça, c'est vraiment juste les mauvais traitements médicaux et l'absence d'équipement adapté, quoi. C'est vraiment un truc hyper basique. On parle même pas d'un médecin qui est méchant ou qui est grossophobe. On parle vraiment de grossophobie systémique. La médecine est grossophobe. Même si ton médecin est hyper gentil, qui t'a jamais fait de réflexion sur ton poids, la médecine en elle-même est grossophobe. Par exemple, sur les tensiomètres inadaptés, déjà ça peut être douloureux pour le patient, ça peut être inutilisable si vraiment le tensiomètre est trop petit, mais surtout, si jamais le tensiomètre est inadapté, ça peut fausser les mesures de tension. Ça peut donner des mauvais résultats. Ça peut faire croire que la tension est bonne alors qu'en fait elle n'est pas bonne du tout. Et du coup tu passes à côté d'une hypertension par exemple. Il y a des accidents qui sont liés à l'anesthésie aussi. Les anesthésistes qui ne sont pas formés au corps gros, ou au corps très mince, ou au corps très petit, peu importe, peuvent mal doser les produits vu qu'ils savent pas faire, et ils augmentent les risques pendant une opération. Sauf qu'un problème d'anesthésie pendant une opération, ça peut être le coma, la mort ou le réveil au plein milieu de l'opération. Donc ça fait rêver personne. Tout ça parce que, encore une fois, la médecine est grossophobe. C'est pas forcément le médecin, mais il y a des personnes grosses qui ont déjà été refusées aux urgences. Parce que le personnel médical ne savait pas comment les prendre en charge correctement. Juste, on a dit, oh, non. Non, vous, on sait pas comment faire, de toute façon, vous êtes juste gros. Et puis, un médecin urgentiste qui te dégage parce que t'es gros, c'est un mauvais médecin, on est bien d'accord, mais on est aussi face à quelqu'un qui souffre dans l'exercice de son travail, de sa fonction, de ne pas pouvoir faire son travail comme il faut. Donc, encore une fois, on en revient toujours au même, comme quand on parle de lutte contre l'obésité, l'obésité et la grossophobie, c'est des causes qui sont systémiques. Ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre tu peux pas t'en prendre à la personne grosse pour lui dire de changer tout ça. Il faut s'en prendre à la racine. Sauf que la racine, c'est tout le fonctionnement capitaliste de l'état actuel. C'est-à-dire que tu ne peux pas... Alors là, on parle de politique, et il y en a qui s'appelaient pas, mais tu ne peux pas décemment être une personne obèse, souffrir de grossophobie médicale, et voter extrême droite, par exemple. C'est pas possible. Tu ne peux pas décemment être une personne obèse, souffrir de grossophobie médicale, souffrir de grossophobie systémique, et voter pour Macron.
qui est en train de détruire le service public depuis 2017, qui est en train de détruire les hôpitaux. Parce qu'en fait, vos actes et vos choix politiques influent directement sur votre vie. Les politiques de gauche, je n'en cite pas en particulier, parce que, bien entendu, les gros sont le cadet du souci de tout le monde, hein. Les gros et les handicapés ne sont pas encore au cœur du débat, malheureusement. Mais une politique socialiste, de gauche, aura plus tendance à mettre en avant le service public, à aider le service public, et donc en découle à aider les personnes grosses. Mais ça, on en reparlera dans le podcast sur comment lutter contre la grossophobie. C'est politique. Lutter contre la grossophobie, lutter contre l'obésité, c'est politique. Et lutter contre la grossophobie médicale aussi. Tu ne peux pas lutter contre la grossophobie médicale juste en disant « ouin ouin, les médecins ils m'ont dit que j'étais grosse, ils sont pas gentils ». C'est pas juste ça, la grossophobie médicale. Et effectivement, il y a un autre aspect de la grossophobie médicale qui est très grave, c'est l'obsession de la perte de poids comme solution universelle. Quelle que soit la raison de la consultation, le conseil principal donné aux patients gros, c'est « il faut maigrir ». On cherche pas d'autres solutions, on cherche pas s'il y a besoin d'autre chose, tu vas pour une grippe, pour un rhume, pour une hernie discale, on te dit « il faut maigrir ». Alors qu'on sait que 90 à 95% des régimes échouent sur le long terme, c'est énorme. 90 à 95% des régimes échouent sur le long terme. Et ils peuvent aggraver la santé. Ils peuvent faire prendre du poids, ils peuvent faire un effet yo-yo, ils peuvent créer des troubles alimentaires, du stress, des carences, etc. etc. Et à cause de ça, encore une fois, on a beaucoup de patients qui abandonnent les consultations médicales. Après des années d'humiliation, de prescriptions inutiles et d'ignorance, les médecins ignorent, et ben les patients, ils arrêtent d'aller chez le médecin. Ils arrêtent d'aller chez le médecin et ils meurent. Et encore une fois, ça, c'est la grossophobie. Les maladies sont non traitées, l'isolement médical, on a un isolement médical et une aggravation des problèmes de santé. En exemple concret, on va avoir une personne grosse qui a des douleurs au genou, par exemple. Elle va se faire prescrire un régime, alors qu'une personne mince avec les mêmes douleurs recevra immédiatement des anti-inflammatoires ou de la kinésithérapie ou une opération. Une personne grosse qui souffre de dépression ou d'anxiété, on lui dira de perdre du poids, alors qu'elle aurait besoin d'un suivi psychologique et médical. On dit aux gens de perdre du poids quand ça n'a pas lieu d'être. Bien sûr que t'as mal au genou, peut-être que perdre du poids ça te ferait du bien, bien sûr, y a pas de souci. Mais y a peut-être pas que ça. En fait, avant de dire aux patients de perdre du poids, faudrait peut-être vérifier que c'est pas autre chose. On peut pas prouver que ce soit le poids ou non, mais dans ce cas-là, faut faire comme avec d'autres maladies. Faut faire... c'est pas de la polyarthrite, c'est pas une tendinite, c'est pas une entorse, c'est pas ceci, c'est pas cela. Effectivement, il n'y a pas d'atteinte ligamentaire, il n'y a pas de... Je ne sais pas quoi vous dire, peut-être qu'il faudrait perdre du poids. Une fois qu'on a fait toutes les analyses. Parce que bien sûr que peut-être le poids est le problème parfois, bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus, ok, le poids est peut-être mauvais. Mais avant d'attester que le poids est mauvais, il faudrait peut-être être sûr que c'est ça. Ou du moins être sûr que c'est pas autre chose. Et forcément, tout ça dans lequel les personnes grosses grandissent, dans lequel les enfants gros grandissent, parce qu'encore une fois, c'est systémique, ça prend de la place, c'est pour tout le monde, ça va créer des conséquences psychologiques et des troubles du comportement alimentaire. Les humiliations médicales et l'injonction constante à maigrir, ça a aussi des effets psychologiques très graves, notamment la perte de confiance envers le système de santé, qui entraîne un évitement des consultations médicales, une peur des hôpitaux, etc. etc. Et là, on y revient, hein. Ça veut dire que le jour où tu vas avoir quelque chose de grave, tu vas pas aller chez le médecin, tu vas mourir. Ça peut entraîner une dégradation de l'image de soi, pouvant mener à des troubles du comportement alimentaire, à des restrictions excessives, de la boulimie, de l'hyperphagie, de l'anorexie. Et on le rappelle, les troubles du comportement alimentaire, c'est dangereux. C'est mauvais. C'est pas glamour, c'est pas cool, les troubles du comportement alimentaire. C'est pas juste j'ai mangé une pomme pour le dîner. Non, les troubles du comportement alimentaire, ça te suit toute ta vie. Et moi, des femmes grosses de ma génération qui n'ont pas de troubles du comportement alimentaire, j'en connais très peu. Et même pas que des femmes grosses, des femmes tout court. Les troubles du comportement alimentaire, c'est partout. Parce qu'on dit aux enfants de 9-10 ans de se mettre au régime, on leur dit de faire plus de sport alors qu'ils sont même pas forcément gros. Et on crée des troubles du comportement alimentaire chez des enfants, et ça va rester toute leur vie. Et ça va entraîner des prises de poids ou des pertes de poids excessives qui sont dangereuses. Parce qu'en fait, être en obésité morbide, être gros, quand tu manges bien et que tu fais du sport, on s'en fout, c'est pas grave. Si jamais t'as pas de cholestérol, que t'as pas de diabète, que t'as pas d'hypertension et que t'as une activité physique, que tu fasses 120 kilos ou 60 kilos, on s'en fout un peu.
Par contre, effectivement, si tu fais 120 kilos et que tu manges McDo 3 fois par jour et que tu fais jamais de sport, oui, c'est mauvais pour ta santé, mais c'est aussi mauvais pour ta santé qu'une personne mince qui mange McDo 3 fois par jour et qui fait pas de sport. L'obésité n'est pas un problème, c'est l'hygiène de vie le problème. Sauf qu'en ayant de troubles du comportement alimentaire, tu entaches l'hygiène de vie. Une personne qui ne va manger qu'une fois sur deux, qui va se faire vomir, etc., même si elle maigrit, c'est pas positif. Parce qu'en fait, elle s'attaque directement à son hygiène de vie. Et son bien-être entier, sa santé, la santé, ça prend en compte le bien-être physique et psychologique, est attaqué. Et si jamais ce bien-être-là n'est plus, il n'y a pas de bonne santé. Même si la personne, elle perd du poids, même si la personne, elle fait que 50 kilos, bah ouais, mais si elle se fait vomir après chaque repas et qu'elle est en dépression, il n'y a pas de bonne santé, en fait. Après, il y a aussi le stress. Les personnes grosses qui subissent la grossophobie institutionnalisées, qui subissent la grossophobie systémique, qui subissent la grossophobie médicale, sont sujettes au stress chronique, qui est lui-même un facteur aggravant pour de nombreuses maladies. Le stress, c'est un facteur aggravant pour le diabète, pour l'hypertension, pour les maladies inflammatoires et pour l'obésité. Le stress fait prendre du poids. Le stress est la réponse qui est... alors je sais plus exactement comment ça marche, mais le stress va faire générer du cortisol, blablabla, je sais pas trop quoi. Ça fait prendre du poids. Donc en fait, on est dans un cercle vicieux. Donc encore une fois, et ça on en reparlera dans le podcast sur comment lutter contre l'obésité. Lutter contre l'obésité, ce n'est pas taper sur les personnes grosses. Lutter contre la grossophobie médicale, ce n'est pas lutter, c'est pas taper sur les personnes grosses. C'est vous montrer que ne pas être écouté par ses médecins, ne pas être suivi par des médecins compétents, ne pas être pris en charge, ça augmente le stress, la dégradation de l'image de soi, la perte de confiance envers le système de santé. Et ça, malheureusement, ça augmente l'obésité. Et après, c'est un cercle vicieux. Plus tu grossis à cause de tout ça, plus tu es dans un mal-être à cause de tout ça, moins tu vas chez le médecin, moins tu es diagnostiqué, plus tu es malade, plus tu meurs. Alors que la personne ne serait peut-être pas morte de base. Si la personne avait eu un bon accompagnement avec un bon médecin, bah... elle serait sûrement pas décédée en fait. Il y a aussi quelque chose que je ne connaissais pas, que j'ai appris en faisant les recherches sur ce podcast. On a une exclusion des protocoles médicaux et des essais cliniques. C'est-à-dire que, alors un traitement, avant d'être mis sur le marché, vous savez, il est testé, d'abord je crois sur des animaux, et puis ensuite sur un groupe d'humains, on voit si ça marche bien, blablabla, donc ça je crois que c'est ce qu'on appelle les essais cliniques. Donc on fait des tests pour voir si le médicament réagit bien, et si oui, il va pouvoir être mis sur le marché, c'est très réglementé. Sauf que y a énormément d'essais cliniques qui excluent les personnes grosses. Car les laboratoires et les chercheurs considèrent leur poids comme un facteur de risque qui pourrait fausser les résultats. Ce qui signifie techniquement que les médicaments et les traitements ne sont pas testés sur des personnes en surpoids ou obèses, et que certains traitements sont refusés aux personnes grosses sous prétexte qu'ils seraient moins efficaces sur elles, sans données réelles pour le prouver. Donc en fait, on va créer un nouveau médicament, on va le mettre sur le marché, mais comme on l'a jamais testé sur les gros ou les grosses, bah on sait pas si ça marche, donc on va peut-être pas le donner, ou alors on verra que ça marche pas. Mais c'est exactement pareil que pour la pilule du lendemain. La pilule du lendemain qui n'est effective que pour les personnes qui font plus de 80 kilos, qui font moins de 80 kilos. Il y a des médicaments comme ça, on se rend compte qu'en fait ils sont pas efficaces sur les personnes grosses. Tout comme on se rend compte qu'il y a certains trucs qui sont testés que sur des hommes alors que ça devrait être testé sur des hommes et des femmes, tu vois. Il y a plein de choses comme ça. Donc en fait la médecine elle n'est pas adaptée aux personnes grosses et elle les exclut carrément des avancées médicales. Donc comment vous voulez... En fait il n'y a pas d'égalité. Et à partir du moment où il n'y a pas d'égalité dans la médecine, on ne peut pas s'en sortir. À partir du moment où la médecine n'est pas égale entre les minces et les gros, on ne peut pas s'en sortir. La grossophobie médicale, c'est une cause de mortalité qui est évitable. Mais pas en un claquement de doigts. Pour éviter la grossophobie médicale, la mortalité liée à la grossophobie médicale, il faut tout reprendre de A à Z. Il faut reprendre les institutions, il faut reprendre l'hôpital public, il faut reprendre la politique, il faut tout reprendre, il faut tout remettre à zéro. Ce n'est pas possible qu'en 2025, avec les avancées qu'on fait, les traitements ne soient pas essayés sur des plus larges populations. Ce n'est pas possible que les IRM ne soient pas capables d'accueillir des personnes de plus de 80 kilos. Ce n'est pas possible que les médecins continuent à dire aux patients de maigrir alors que c'est peut-être pas du tout le sujet. Et surtout, il y a des études qui ont été faites très récemment, il y en a une qui est sortie... qui a été vérifiée, hein, c'est pas une étude faite par ChatGPT, qui prouve qu'une personne obèse, sportive et qui mange bien est en meilleure santé qu'une personne sédentaire mince.
vraiment, l'obésité n'est plus un problème. Ce n'est pas un problème, l'obésité. Le problème, c'est l'hygiène de vie. Et ça, quand la médecine le prendra en compte et s'en occupera, on ira beaucoup mieux. Déjà, les gens seront peut-être moins gros, mais ça, on en parlera dans l'épisode sur comment lutter contre l'obésité. Parce que lutter contre l'obésité, ce n'est pas taper sur les gros. Mais encore une fois, on en reparlera. La grossophobie médicale, ça tue. La grossophobie médicale tue non pas parce que les personnes grosses sont en mauvaise santé par définition, mais parce qu'on leur refuse un accès équitable aux soins. Les erreurs médicales, les retards de diagnostic, les traitements inadaptés, l'absence d'équipement, le harcèlement médical, ça conduit à une surmortalité évitable. Il y a énormément de personnes grosses qui meurent, mais qui n'auraient pas dû mourir. Qui meurent, et le pire c'est que ces personnes-là, on va les classer dans « Oh là là, il y a encore des gens qui sont morts d'obésité ». Ces gens-là ne sont pas morts d'obésité, ils sont morts de grossophobie médicale. Cette discrimination, elle existe à tous les niveaux du parcours de soins et elle nécessite une formation des soignants et une remise en question des pratiques médicales actuelles. Il faut tout reprendre de A à Z. Lutter contre la grossophobie médicale, ce n'est pas nier les enjeux de santé liés au poids. On sait que bien sûr, faire 120 kilos, c'est toujours moins bien que de faire 100 kilos. Il n'y a pas de souci. Enfin, c'est toujours non. Mais non, si tout va bien, effectivement, il vaut mieux faire 100 kilos qu'en faire 120, si tout va bien. Mais on n'est pas dans un monde où tout va bien. Donc, lutter contre la grossophobie médicale, ce n'est pas nier les enjeux de santé liés au poids. Moi, quand on me dit « t'es grosse, tu vas mourir », oui, peut-être. Peut-être que je vais mourir parce que je suis grosse. Mais est-ce que je vais mourir parce que je suis grosse ou est-ce que je vais mourir parce que la grossophobie médicale va me tuer ? Est-ce que je vais mourir parce que je suis grosse et que mes artères sont bouchées, ou est-ce que je vais mourir parce que je suis grosse, que mes artères sont bouchées et que les médecins vont pas vouloir m'aider à ce niveau-là ? Tu vois la différence? Parce qu'en fait, on dit ouais, les gros ils meurent de Ouais, mais peut-être qu'en fait, les gros ils meurent de choses qui sont totalement évitables. Les gros, les obèses meurent de choses qui sont évitables. Lutter contre la grossophobie médicale, c'est garantir un accès juste et respectueux aux soins pour tous, peu importe la morphologie. Les personnes grosses ne meurent pas de leur poids, elles meurent du manque de soins adaptés. Et ça, c'est quelque chose vraiment... je pense qu'il faut qu'on commence à en parler. Alors moi, voilà, il y a 300 personnes qui vont écouter le podcast, c'est pas énorme, mais petit à petit, faut qu'on en parle, faut qu'on arrête quand on nous dit « tu vas mourir à 30 ans », oui, de grossophobie médicale. Je vais pas mourir à cause de mon poids. Je vais mourir à cause de la grossophobie médicale ambiante. Je n'articule pas, c'est horrible, je l'entends que je n'articule pas. J'entends que mes lèvres ne s'ouvrent pas pour parler. Je ne vais pas mourir à cause de mon obésité, je vais mourir parce que mon obésité n'est pas prise en charge comme elle le devrait. Et ça, c'est grave. C'est un épisode qui est très court, voilà, je vais m'arrêter là, ça dure moins d'une demi-heure, parce que je vais pas vous bassiner. Il y a tellement d'exemples horribles, comme vous pouvez l'entendre dans les podcasts précédents, qui eux sont plus longs, où je vous lis des témoignages de grossophobie médicale, mais on est face à des personnes qui ont des séquelles, parce qu'elles n'ont pas été prises en charge à cause de leur poids. On est face à des personnes qui ont des traumatismes, et qui du coup vont peut-être avoir peur de retourner chez le médecin, et ne vont pas y retourner. Et vraiment... j'ai pas de solution à vous apporter aujourd'hui parce que la seule solution que j'ai c'est de tout péter et de tout recommencer à zéro, sauf que j'en ai pas les capacités, hein. Mais j'ai pas de solution individuelle à vous donner à part continuer d'aller chez le médecin, insister pour avoir des examens. Si votre médecin ne vous écoute pas, allez en voir un autre. Malheureusement, on a une charge mentale qui est très élevée. On peut pas aller chez le médecin comme une personne mince. On peut pas juste se dire « Oh là là, j'ai mal quelque part, je vais aller voir le médecin ». Non, on est obligé de faire 2 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus pour être pris au sérieux. Faites-le. Ne baissez pas les bras, ne laissez pas la grossophobie médicale vous rendre malade et vous tuer. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, trouvez un médecin qui vous écoute. Faites toutes les portes possibles jusqu'à ce qu'un médecin vous écoute et vous prenne au sérieux. Ne perdez pas de temps, n'attendez pas, ne laissez pas le mal vous ronger parce que vous avez peur d'aller chez le médecin. Je sais que c'est terrible parce qu'on dirait vraiment qu'on part en guerre, hein, mais faites-le. Vraiment, ne baissez jamais les bras. S'il y a quelque chose qui va mal, toquez à toutes les portes jusqu'à en trouver une qui veuille bien vous prendre au sérieux. Ne laissez pas tomber. Même si à la fin, après tous les examens, il s'avère qu'effectivement c'est votre poids le problème, au moins vous êtes sûr qu'on aura évité toutes les autres causes. Vous êtes sûr qu'on aura vérifié que vous n'avez pas un problème, que vous n'avez pas un genou qui est mort parce qu'il y a un ligament qui s'est arraché, que vous n'avez pas un bras qui a des séquelles parce qu'on n'a pas vu que votre bras avait gonflé à cause d'une injection, que vous n'avez pas un problème cardiaque qui n'a pas été décelé. Frappez à toutes les portes, forcez-les à vous faire des examens, gueulez s'il faut vraiment. Je sais que c'est horrible parce qu'on est obligé d'y aller avec la rage au ventre et on est obligé d'y aller en étant en colère et avec une détermination que les autres personnes n'ont pas besoin d'avoir, mais ne baissez pas les bras.
Je sais qu'il y en a qui ont peur du médecin, ça se comprend, mais arrêtez d'avoir peur. Et je vous jure, s'il y a bien un moment dans notre vie où il faut se mettre un coup de pied au cul, c'est maintenant. Parce que si on veut lutter contre l'obésité et si on veut lutter contre la grossophobie médicale, c'est aussi en leur donnant tort, en leur montrant qu'ils se sont trompés et surtout en ne devenez pas une statistique qui prouve que les gros meurent d'obésité. C'est tout ce que je vous demande, c'est tout ce que je vous incite à faire. Ne devenez pas une statistique qui prouve que les gros meurent à cause de l'obésité parce que vous n'avez pas été chez le médecin. Allez chez le médecin et prouvez-leur que si vous avez quelque chose, ça se traite, ça se soigne, ça s'accompagne, ça se diagnostique. Ok. Baissez pas les bras, ne vous laissez pas faire. Ne soyons pas des statistiques qui augmentent la grossophobie. Voilà, si t'as des questions, si t'as quelque chose à me dire, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou un mail comme d'habitude. N'hésite pas à laisser un commentaire sous ce podcast, à me dire si tu l'as aimé, si ça t'a aidé, si ça t'a appris des choses, à le partager surtout. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles.